Eh bien, maintenant, en caravane, allons à la cabane, comme dit la chanson, en compagnie de Lorraine Boisvenu. Bonjour, Lorraine. Bonjour, Lise. Alors, on parle du temps des sucres. On va peut-être se régaler un peu. Ben, j'espère bien. Mais sauf que les gens ne nous verront presque pas aujourd'hui, parce qu'on a des photos, des diapositives. Plein de choses. Plein de choses, et même un film. Alors, on va commencer à parler tout de suite sur ces images, de l'origine peut-être du temps des sucres. Oui. D'où ça nous vient, tout ça, pour qu'on aime tellement ça, et puis Ça que nous ça... vient des Indiens, évidemment. Oui. Évidemment. On ne sait pas de quand ça date, puisqu'il Ça fait s'agit trop d'une tradition longtemps. orale, ça fait trop longtemps. Et pour notre plus grand bonheur, les Indiens de la Manoine font encore les sucres de façon traditionnelle. C'est ce qu'on voit en ce moment La à belle l'image. goutte d'eau d'érable. Oui, et vous voyez que ce qui sort de l'entaille, c'est un cône d'écorce de bouleau, et la sève va tomber dans un contenant d'écorce de bouleau. Alors, tout est très, très artisanal. Très artisanal. Tel qu'on le faisait autrefois. C'est ça. Et c'est très bien pour nous, en fait, de voir de quelle façon on le faisait. Parce Comme vous qu'on est voyez, tellement on habitué bouillait aux cabanes dehors. modernes. Ah, mais c'est pas tout à fait la même chose. Pas D'ailleurs, du le gros tout. chaudron que vous voyez à votre gauche, ce gros chaudron date de nos premières traites avec les Indiens. C'est un immense chaudron de cuivre qui fait l'orgueil des Indiens de la Manoine et l'envie de bien des gens qui vont les visiter, d'ailleurs. Oui, sûrement. Vous voyez la petite tire dans son casseau, toujours en écorce. Il faut d'ailleurs remercier notre ami Pierre Yvon qui a réalisé il y a peu de temps ce film, Le temps des érables, et qui nous a prêté ces très belles diapositives en primeur. Oh, qu'on est chanceux, oui, nous l'en remercions parce que c'est très beau. Là, on voit des photos parce que nous, après être arrivés ici, on a très, très vite adopté le produit de l'érable. Hein. Je pense qu'on a été conquis immédiatement, puis on a voulu aussi adopter cette façon de faire qu'avaient les Amérindiens. C'est important, d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on était une colonie. Et qu'une colonie, en principe, doit essayer de se suffire à elle-même le plus possible et apporter quelque chose à sa mère patrie. Alors, les importations de sucre, surtout, coûtaient très, très cher à la colonie. Alors, on s'est empressé de nous pousser à produire du sucre d'érable pour que la colonie se suffise en autant que faire se pouvait en sucre. Ce qui fait que, par exemple, à l'époque de Madame de Repentigny, dans la seule région de Montréal, on produisait 30 000 gallons de sucre d'érable, ce qui est énorme. C'est beaucoup, beaucoup pour l'époque. Alors, on se suffisait si vous traduisez vraiment. ça en livres, c'est énorme. Et évidemment, on a pendant longtemps fait comme ça les sucres à feu ouvert. C'est plus tard un peu qu'on a bâti des cabanes en permanence, etc. Alors, écoutez, Lorraine, sur ces photos, je pense qu'on est prêt peut-être à aller rencontrer M. Grégoire Pinard, qui est un collectionneur de tous les vieux objets qui étaient dans les cabanes à sucre, qui possède une érablière. Alors, on va aller tout de suite et c'est si bien nous raconter. D'accord? Ah, il nous a raconté des choses merveilleuses. Allons-y. Quel est l'arbre qui est entaillé ici? Ça, c'est un merisier. Ça a l'air un peu curieux. D'abord, ce qui a l'air curieux, c'est la forme de l'entaille, mais aussi l'arbre. Mais il faut dire qu'au début du siècle, aller jusqu'au début du siècle, on entaillait non seulement les érables pieds pleines, mais aussi les merisiers, les chênes, les frênes, les noyers. Et on se servait de ça pour faire du sucre du pays. Mais ça ne devait pas donner du tout la même sorte de sucre. Ça faisait une bonne sorte de sucre, dit-on. Le sucre fait avec du noyer, on inventait ses qualités. C'était très doux, c'était très bon. Est-ce qu'il n'y avait pas des effets médicinaux aussi qui étaient, dont on se servait à partir de ces eaux? Oui, on se servait du sirop anciennement comme expectorant. On se servait aussi de l'eau d'érable pour les troubles de digestion, les troubles d'estomac. On se servait de ça pour différentes maladies. Ici, on est dans un beau décor, on est dans un décor d'une vieille cabane, finalement. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est que vous m'avez dit que les dames se débarrassaient de leurs vieux meubles et on les envoyait à la cabane à cette époque. C'est ça. Quand on était tanné, quand les femmes étaient tannées de voir des vieilles tables comme ça dans la maison, ils décidaient de remplacer ça par du victorien ou quelque chose du genre. Ils disaient au mari, ben, amène donc ça à la cabane, ces meubles-là, ces vieilles chaises-là. On va t'acheter des belles chaises puis des belles tables. Et puis, ben, c'est ce qu'on trouve encore aujourd'hui dans les cabanes. Les gens amènent leurs vieilles choses-là pour meubler, des vieilles armoires, pour ranger le matériel qu'il y a à ranger là. Alors ici, on est vraiment dans un décor d'époque. C'est un décor d'époque. C'est un décor qu'on peut retrouver encore dans plusieurs cabanes à sucre. Dans la mienne, c'est encore comme ça. Oui. Et dans la vôtre, est-ce qu'on retrouve ces différents éléments ici là qu'on voit? Est-ce que c'est une spatule ou quoi, ça?
À partir de l'entaille, là, si on a eu l'eau d'érable, qu'est-ce que c'est exactement? Bon, anciennement, il faut dire que les gens, d'abord, tous les produits de l'érable, ils le produisaient, ils le rendaient jusqu'en sucre. La majeure partie. Et puis, ben, il n'y avait pas de thermomètre pour savoir si le degré de cuisson est assez élevé. Ouais. Puis si c'est pas assez cuit, ben, ça avait des inconvénients. C'est que, comme mon père me disait, c'est ceux qui n'étaient pas assez cuits, ils coulaient dans les armoires l'été. Puis les femmes qui mettaient leur couverture là, leur lingerie là, ils n'aimaient pas ça. Alors, on servait d'un thermomètre de haute précision. Ben oui, c'est ce que je Alors, vois. on trempait cette palette-là dans le sucre en train de cuire, on soufflait dans le trou, et la goutte qui s'en échappait, si elle était durcie avant de toucher le sol, ça voulait dire que c'était assez cuit. Alors, là, on pouvait, sans crainte, sortir le sucre de dessus le feu, le mettre dehors, le laisser refroidir, le brasser. Et puis, quand c'était assez granuleux, assez durci, eh bien, on pouvait le transvaser dans les moules. Dans des moules. Mais avant d'aller aux moules, c'est ça ici, là, c'est cette pelle à sucre qui est très belle et qui est sculptée dans une seule pièce de bois. Est-ce que c'est de ça dont on se servait pour aller chercher notre sucre dans le fond des chaudrons? D'abord, mon grand-père, qui l'a sculpté, il avait le cou croche. Hein? Il s'appelait Évariste Pinard. Puis... Alors, il l'a fait un peu à son image. Et puis, il l'a fait aussi en rond, pour être capable d'aller chercher le sucre jusque dans le fond du rond, du chaudron de fonte dans lequel il cuisait. Alors, ça avait une bonne utilité, hein? Oui. C'était pratique, surtout. C'était pratique. Alors, de là, on mettait dans le sucre, on le prenait dans le chaudron et on le vidait dans un moule. Dans les moules. Puis là, on en a ici quelques-uns des moules. Là. Celui-là, il est très beau. C'est un beau cœur, hein? Oui, c'est un cœur saignant. Il y avait des cœurs... À cause de sa pointe, oui, ici, c'est ça. là? La pointe était croche. C'était plus accrochant un petit peu. Alors, on avait deux sortes de cœurs. On avait les cœurs qui étaient à pointe droite. Ça, on offrait ça aux amis. Mais celui à pointe croche, la pointe le cœur saignant, là, surtout double cœur superposé de même. Le grand cœur, le cœur de la main. Et puis la bien-aimée, le petit cœur fait en rond, un petit peu, beau. avec des formes arrondies. Alors, on offrait ça à la personne qu'on voulait courtiser l'été pour la marier l'automne. Ah bon, mais on avait sûrement un problème parce que c'est difficile à démouler. Là. Moi, je ne sais pas comment vous pouviez parvenir à cette époque à démouler. On pouvait, d'ailleurs, parce que c'est à l'époque de votre grand-père. On choisissait une essence de bois franc, du bois franc, soit de l'érable, de la plaine ou du chêne ou du frêne. Et puis, on le mouillait avant. On le mouillait avec de l'eau chaude. Et c'était facile, après 15-20 minutes, pas attendre que le sucre soit trop durci, trop refroidi. Et là, on avait seulement à le tourner à l'envers et à frapper un peu dessus. Et là, ça tombe, oui. Je l'ai moulé l'an dernier avec. Oui? Ça a fait, oui. Ah bon. Et puis, je vais faire le petit cœur à ma femme. Ah, si c'est fait. Ça fait bien plaisir. Elle devait être très heureuse. Il y en a un autre beau moule ici. Là, celui-là, il est vraiment très beau. C'est un autre cœur, tout sculpté. Attendez un petit peu, je vais essayer de tenir comme il faut. Je ne sais pas si je peux y parvenir. Bon, je pense que ça va, ça. Il est un peu plus élaboré, celui-ci. Oui. Oh. C'est un cœur dont les motifs un peu en zigzag qu'on trouve sur le côté rappellent un peu les motifs à l'indienne. Et dans le centre du cœur, on retrouve un motif mêlé un peu de religieux et de sentiment. D'abord, l'ostensoir, dont la base, dont le pied est une gerbe de blé, la lunule, c'est le cœur, puis la croix au-dessus. Ensuite, le petit paysan à droite du petit cœur. Oui, là, ce sont des tout petits détails. Hein? C'est très difficile à voir quand même. Quand même, les gens, dans ces cœurs-là, sculptaient sans s'en rendre compte. Ils écrivaient leur histoire. Ils écrivaient de la manière dont ils se sentaient dans la vie, de la manière... C'était leur histoire. Ils attachaient une très grande importance. C'était leur sentiment qu'ils représentaient là-dedans, sans s'en rendre compte. Alors, tout était mêlé, le sentiment, sensualité... religieux. Alors, on retrouve tout ça. La gerbe de blé, symbole de fécondité masculine, sans le savoir. Les demi-lunes, symbole de fécondité féminine qu'on retrouve dans les coins. C'est très intéressant ce que vous nous racontez là. Hein? Et surtout, par la suite, on mangeait tout ça. Alors, il y avait aussi le goût qui était mêlé à tout ça parce que c'était du sucre du pays. Il y a une dernière chose ici qui est très belle. C'est un cornet. Et puis, ça, vraiment, ça m'intrigue. Ça, en tout cas, dans la Beauce, on appelle ça une bionne. C'est une espèce de cornet dans lequel on soufflait. Et on émettait un son un peu plus sourd que la trompette. Et au moyen de ce son-là, selon un cadre bien précis, on communiquait dans la Beauce d'une cabane à l'autre. On communiquait les résultats de la journée, tant au niveau des quantités d'eau ramassées qu'au niveau du poids de sucre coulé, le nombre de pains de sucre qui a été coulé.
Et comme les sucriers, c'est un peu comme les histoires de pêche et de chasse. Ils en mettaient toujours un petit peu plus que ce qu'ils avaient fait. Pour bien tromper l'autre. Exactement, pour rendre l'autre un peu mal, d'avoir une sucrerie moins couleuse que la sienne. Puis... Alors, ça rendait quand même le travail agréable et ils pouvaient communiquer ensemble. Lorraine, quand on parle du temps des sucres et quand on le vit, vraiment, je pense que tout le monde est heureux, tout le monde est content. On a fait ça dans la bonne humeur et il y a tellement de belles choses. Les moules, C'est très beau. ça rappelle C'est tellement... superbe. Il y en a à travers la province. Il y a une richesse Mhm. de moules à sucre, d'une beauté, d'une poésie. Ceux qu'on a vus, justement, c'est Très vrai, beau. ils sont d'une beauté, Très une beau. très grande poésie. Il y a les légendes aussi. Je sais que Ah. vous connaissez certaines légendes qui se rapportent au temps des sucres et ça aussi, c'est très beau à entendre. C'est qu'on a, à un moment donné, on a demandé aux Indiens, mais comment se fait-il que vous faites les sucres? D'où ça vient, ça? Évidemment, les Indiens, quand ils veulent vous expliquer qu'ils font les choses depuis très, très longtemps, vous racontent des légendes où la sagesse de l'homme joue toujours un rôle très beau, tout simple aussi. Alors, il y a cette légende qui, justement, vient de la Manoine, qui est peut-être ma préférée de toutes celles sur le temps des sucres, qui est celle d'un jeune Indien qui se promenait dans les bois au printemps et qui cassait des branches Oui. pour faire son chemin. Et il s'est arrêté, fatigué, s'est assis, et il a vu un écureuil qui buvait à une branche. Il est allé goûter et il a découvert la sève de l'érable. Et c'est comme ça que tout aurait commencé. Tout aurait commencé de cette façon-là, selon la légende, Selon la pour légende. nous mener à quelque chose aujourd'hui qui est un produit contrôlé. Oui. Hein? Parce que ce qu'on voit, c'est le symbole du produit d'érable pur, c'est ça, Oui, Lorraine? et il faut dire que ce sont les producteurs qui se sont fait une association d'autocontrôle, ce qui est vraiment tout à leur honneur. Oui. Et c'est l'Institut international du sirop d'érable. Exactement. Alors, le symbole qu'on a vu, je pense qu'on est de plus en plus familiarisé avec ce symbole et on est sûr d'avoir un produit de sirop d'érable pur. Pur. C'est ça. Alors, je pense, Lorraine, qu'on a fait un beau retour dans le temps. Ça a été agréable. C'est bien amusé. Et on se reverra la semaine prochaine pour autre chose. C'est une surprise. Merci, Lorraine. Merci, Lise. Au revoir. À demain.